Il y aura un moment où la fragilité du régime de Poutine se ressentira de l'intérieur. Alors à ce moment-là, les prédateurs mangeront le prédateur. Ce sera un moment important où ils auront tous besoin de se rassurer. Ils se souviendront de vos mots, des miens et de ceux d'autres personnes. Et là, ils trouveront une raison de tuer le tueur. C'est très bien dit. C'est pour ça que je pense que ça n'est pas superflu. Est-ce que ça va arriver? Oui, mais je ne sais pas quand. Donc lui, il en est sûr. Est-ce que cette hypothèse est vraiment plausible, Gallagher? Il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens qui en sont convaincus et je pense qu'elle n'est pas du tout délirante. Le président Macron a parlé de Wagner comme étant une organisation néo-mafieuse. Je pense qu'il pense en filigrane également à la manière dont fonctionne le Kremlin, puisqu'on a un gangster qui est entouré d'oligarques, de gens qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. Et quand effectivement, dans un tableau très simple qui voit à droite les intérêts de servir Poutine et à gauche ceux de s'en débarrasser, quand la colonne de gauche sera supérieure à celle de droite, ils se débarrasseront de Poutine. Et comme c'est fait dans ces milieux-là, c'est-à-dire que c'est un peu le destin de toutes les dictatures, qui sont des dictatures qui marchent sur cette brutalité-là. Et si vous voulez, c'est toute la grande différence qu'on peut voir de loin par rapport à ce qui s'est passé sous le régime soviétique. Parce que le régime soviétique, où tout était organisé, tout était, je dirais, planifié d'une certaine façon, et on l'a vu d'ailleurs avec la succession de quelques-uns, on a vu que ça se passait de façon extrêmement organisée. Avec cependant une tradition de coups. Faisons entrer dans la discussion l'historien Andrei Kosovoï. Vous êtes une des voix les plus autorisées, meilleur spécialiste des services secrets soviétiques puis russes. D'ailleurs, je recommande votre livre « Services secrets russes des tsars à Poutine ». Et puis, votre propre famille s'inscrit dans toute cette histoire. Il faut rappeler qui vous êtes pour bien vous entendre. Votre père Vadim a été un très grand traducteur des poètes français, notamment René Char. Votre grand-mère Olga, c'est l'inspiratrice de Pasternak dans le film Docteur Jivago, dans le livre, puis dans le film, c'est le personnage de Lara. Donc toute cette histoire vous accompagne. D'abord là-dessus, sur le fait que souvent ces dirigeants russes et soviétiques, la disparition a été une surprise, en tout cas vue d'Occident. Est-ce qu'on peut, selon vous, retrouver un scénario où un matin, l'entourage de Vladimir Poutine l'a renversé? Alors c'est assez fascinant parce que quand on regarde l'histoire russe, en fait, il n'y a pas eu récemment d'assassinat de dirigeants régnants. Pour le dernier coup d'État avec un assassinat de dirigeants régnants, il faut remonter à 1801 avec Paul Ier, le fils de Catherine II, qui a été assassiné à la suite d'un complot par des officiers qui étaient mécontents de son comportement. Il se sentait humilié. Il avait été étranglé à ce moment-là à Saint-Pétersbourg. Et les coups d'État dont on se souvient, c'est-à-dire en 1991, en août, pendant le putsch de Moscou, quand Gorbatchev avait été pris en otage à Foros, il avait eu la vie sauve, n'est-ce pas? Il avait été gardé en otage pendant plusieurs jours, mais n'avait pas été torturé. Si on remonte encore un petit peu plus, en 1964, on se souvient du fameux coup d'État qui avait renversé Nikita Khrouchtchev, une conspiration avec notamment Léonid Brejnev qui avait appris sa tête. Et c'est pareil, Khrouchtchev avait eu la vie sauve. Il l'avait dit d'ailleurs par la suite, il avait dit, voyez, c'est peut-être grâce à moi qu'aujourd'hui nous sommes devenus plus civilisés. À une certaine époque, sous Staline, j'aurais été fusillé, empoisonné, enfin. Cependant, Andrei Kosovoï, à chaque fois, ce sont des coups. À chaque fois, c'est pas une grande révolution populaire. C'est plutôt des révolutions de palais. Ce sont des putschs, si on veut, internes à un politburo au parti. Si ça devait être cette tradition-là, ce serait le FSB, ce serait les services secrets qui nommeraient un autre Poutine, en réalité. Absolument. Et ce serait effectivement assez étonnant parce que aujourd'hui, quand on regarde l'entourage de Poutine, on a l'impression que cet entourage lui est entièrement dévoué, qu'il a autour de lui des gens qu'il connaît depuis très longtemps, des gens qui lui sont dévoués à l'extrême, des anciens amis, des collègues du KGB. Si vous prenez par exemple Patrouchev, le secrétaire du Conseil de sécurité, quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que lui d'ailleurs, et qui est malade, paraît-il, le seul que l'on pourrait imaginer lui succéder, qui a l'autorité nécessaire sans doute pour lui succéder. Oui, on le voit à l'image ici au milieu. Voilà, ancien dirigeant du FSB,
Patrouchev, le tchéquiste parmi les tchéquistes, quand on l'entend parler, on a l'impression d'entendre parler Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, n'est-ce pas? Un type complètement idéologisé, enfin persuadé d'un complot occidental immense, etc. Voilà, on n'imagine pas un seul instant des gens comme ça prendre un foulard de soie pour venir la nuit l'étrangler ou l'assommer avec un objet métallique comme ça s'est passé en 1801. Mais Andrei Kosovoï, on parle quand même de rivalité de plus en plus et d'un mécontentement, notamment chez les ultranationalistes, les très durs du parti qui voudraient une guerre plus violente encore, d'une plus grande ampleur. On parle de Prigojine, beaucoup d'ailleurs sur ce plateau et encore ce soir. Alors vous le dites, globalement on a plutôt l'impression que tout le monde lui est fidèle, mais si on creuse un peu, qui pourrait vouloir prendre sa place et vouloir l'éliminer? Vous avez entendu Andrei Kosovoï? Ah, on a un petit problème de connexion. Alors je vous pose, en attendant de rétablir la connexion. Qui avait dit Prigojine. Est-ce que Prigojine est un papable? Non. Papabile. Bon. Alors, on y Prigojine, retournera. Prigojine, c'est un peu... Alors, excusez-moi, on va vous rappeler, parce que la connexion est mauvaise, mais je donne la parole autour de ce plateau. Gallagher, peut-être là-dessus, qui pourrait... On sent qu'il y a quand même des rivalités autour dans la sphère Poutine. Non, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il parle d'une extrême loyauté, ce qui veut dire le contraire. C'est-à-dire que ces gens-là sont prêts à le servir jusqu'à la mort. En surface, quand même... mais on sent quand même mais bien sûr, mais de toute façon, dans tout milieu humain, je veux dire, ces personnes, elles sont arrivées là fidèles jusqu'à ce qu'on ne l'est plus, oui. Voilà, exactement. Toute fidélité a des limites dans ce genre d'environnement, et pas que, d'ailleurs. Mais non, c'est intéressant, parce que la question, c'est quand est-ce qu'il y a un point de rupture. Et c'est vrai que les exemples précédents sont intéressants. Il y a la mort de Staline, dont Andrei n'a pas parlé. C'est-à-dire que Staline, on le laisse mourir. Concrètement. Alors, est-ce qu'il est assassiné? On ne le saura absolument. Enfin, il a son AVC, il est couché, et puis personne ne va s'occuper. Exactement. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faudrait que Poutine soit en situation délicate et qu'il soit en retrait. Oui. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Voilà. Si vous regardez, les informations qui viennent de Moscou, notamment, montrent que la société n'est pas du tout en ébullition, que il y a pas de révolution de palais qui soit entendue ici ou là. Et il faudrait que vraiment il y ait un faux pas magistral de la part de Poutine. C'est pas l'Ukraine. Pardon ? C'est pas l'Ukraine le faux pas magistral ? Si, mais jusqu'à présent, en Ukraine, il n'est pas... on ne peut pas dire qu'il est perdu encore, cette guerre. On peut l'interpréter comme ça, mais on ne peut pas le dire comme ça. Alors, il faut quand même... Il y a un article très intéressant qui est sorti dans le Financial Times la semaine dernière, où les journalistes ont interviewé des oligarques et des personnes relativement proches de Poutine dans le Kremlin, et le Financial Times a d'excellentes sources. Et une des personnes qu'ils ont interviewées a dit c'est la première guerre dans toute l'histoire où toute l'élite est contre cette guerre. Et cette information se recoupe de plusieurs sources. C'est que ce soit l'état-major, que ce soit le FSB, que ce soit la garde nationale, tous étaient contre cette guerre. Et s'il y a une chose qui, moi, me semble claire dans tout ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est que Poutine lui-même ne pourra pas mettre fin à cette guerre. Mais que n'importe qui d'autre à sa place, même Patrouchev, peut-être même Prigojine, pourrait dire c'est pas nous qui avons commencé cette guerre, c'est nous qui pouvons y mettre fin. Et le jour où l'élite russe trouvera que cette guerre est trop sanglante et leur coûte trop, eh bien à ce moment-là, c'est pas impensable qu'il y ait un coup de palais. Oui. Mais je ne crois pas à la révolution. Moi, ce que je veux dire, c'est regardez ce qu'a dit Zelensky. C'est quand même assez intéressant. Un prédateur mangera le prédateur. Ça veut dire qu'à la fin, il restera quand même un vélociraptor rex en haut de la chaîne alimentaire. Très joli. Et ça, c'est quand même pas particulièrement rassurant. Donc, je veux dire, dans toutes les... Alors, ça, c'est la première remarque. C'est l'argument, qu'Emmanuel Macron a utilisé l'autre jour en disant dans ce système, il faut quand même regarder le successeur peut être pire que Poutine. Voilà. La deuxième remarque que je
ferait, c'est que attendre de manière passive qu'un événement hypothétique arrive en disant ça va régler la crise, c'est pas la meilleure manière d'influencer l'histoire. Donc je pense qu'il faut pas compter sur ces événements fiction pour penser que Vladimir Poutine va tomber demain, parce que là on est quand même passif, on regarde les choses se dérouler, et puis je veux dire, le spadassin qui surgit derrière le rideau, ça arrive pas souvent, hein, vous voyez bien, Paul Ier c'est le dernier, hein, c'était à l'époque du consulat, c'était 1800, non, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, et puis depuis, ça n'arrive pas. Oui. Donc voilà, c'est observer les événements de manière passive. Il faut toujours être maître de son destin. Et être maître de son destin, c'est influer. Et influer, rationnellement, c'est aider l'Ukraine. C'est pas simplement attendre passivement que Vladimir Poutine tombe. Oui. On a retrouvé entre-temps Andrei Kozovoy. Merci d'avoir retenté la connexion. J'espère que cette fois-ci, ça fonctionne. C'est vrai ce que disait le général Richoux. Finalement, admettons que la Russie perde, que Poutine soit éliminé. C'est un prédateur qui remplacera un prédateur. Le système restera le même. Est-ce que finalement, ce système de violence un peu mafieux, il restera encore là? Est-ce que finalement, la disparition de Poutine changera quelque chose? Alors, elle peut changer quelque chose si on part du principe, encore une fois, qu'on a un homme et un seul qui a pris cette décision d'envahir l'Ukraine, qui a pris la décision de lancer cette guerre souterraine, clandestine, dans le Donbass, et que donc, vu les conséquences, l'entourage de Poutine décide que sans lui, on pourrait mener des négociations. C'est ce que veut Zelensky, puisqu'il a refusé de négocier avec Poutine. Donc tout autre interlocuteur, même a priori pire idéologiquement parlant que Poutine comme Patrouchev, ferait l'affaire. Andrei Kozovoy, d'un point de vue nationaliste, peut-être entre guillemets passionnel, irrationnel, ils peuvent être pour la guerre, mais si on regarde leur façon de vivre, vous les connaissiez bien, tous ces dirigeants des services, etc., ils avaient la belle vie. Ils avaient de si belles villas dans le sud de la France, tellement d'argent, les enfants qui font des études à Londres, les voyages, etc., ils y ont plutôt perdu, en tout cas d'un point de vue, disons, factuel. Ils ont effectivement perdu beaucoup de choses et c'est quelque chose qui est en train de les travailler en ce moment. Maintenant, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ça fait, entre guillemets, seulement un an. Il faut se souvenir de 1917. Au bout de combien de temps la Russie, plongée dans la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, le peuple russe s'est soulevé contre son gouvernement, contre Nicolas II. Je crois que ça a pris quand même un petit peu de temps. Il a fallu février-mars 1917, quand la Russie se portait très mal, quand le régime de Nicolas II était totalement décrédibilisé, pour qu'enfin la population se soulève. On en est loin encore aujourd'hui. Est-ce que, Oksana, est-ce que vous espérez, vous? Le 1917, je suis désolée, mais ce n'est pas la population qui se levait, c'était le complot des bolcheviks. C'était un putsch. Je parle de février 17. Février 17. Oui. Il y a eu un mouvement à peu près spontané, mais qui a très très vite été récupéré par les bolcheviks. Vous savez, il faut quand même distinguer Moscou et Saint-Pétersbourg, parce que Saint-Pétersbourg, c'était la ville libre, avec les idées, les pensées libres, tandis que Moscou, c'est quand même très conservatif. Et il ne faut pas rêver de putsch ou de changement du pouvoir comme ça à Kremlin. Il n'y aura pas de complot. Il ne faut pas penser à ça. Une seule chose qui peut amener vers la défaite du régime de Poutine, c'est la défaite militaire sur le front. Si l'armée russe va avoir la défaite, comme il a déjà fait en guerre de Japon, par exemple, c'est ça qui pourrait amener... Mais il faudrait, que ce soit vraiment une défaite très forte, parce que dans son régime, il peut présenter les choses un peu à sa façon. Par exemple, s'il empêche l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, il dira déjà « j'ai réussi quelque chose » à son opinion. C'est pour ça qu'on insiste à la guerre rapide. Ouais. Parce que si la guerre sera rapide, vous vous souvenez, Zelensky, il a dit à Munich, la vitesse, c'est le mot clé pour cette opération. Donc, si la victoire va être rapide, plus vite on va, plus vite on change le régime. Vous savez, au XXIe siècle, nous ne pouvons pas dire que le Carthage doit disparaître, mais il faut dire le régime du Carthage doit disparaître.